Chaque pensée, chaque désir, chaque action. Sont-ils vraiment tiens? Es-tu réellement le souverain incontesté de ta propre existence, le maître de ton destin, traçant librement ton chemin dans les labyrinthes du choix? Ou bien, peut-être, ne sommes-nous que de complexes marionnettes, dont les fils sont fermement tenus par celui qui réside dans les profondeurs les plus sombres de notre boîte crânienne, celui que nous nommons si sûrement moi. La neuroscience moderne décolle progressivement les couches d'illusions, révélant les mécanismes qui sous-tendent notre perception de la réalité, et plus important encore, nos décisions. Longtemps, la conscience fut considérée comme le centre de commandement, la source d'une volonté absolue. Pourtant, de plus en plus souvent, nous sommes confrontés à une découverte troublante. Une grande partie de ce que nous percevons comme un choix conscient pourrait n'être qu'une rationalisation, construite post-factum, après que la véritable décision ait déjà été prise quelque part, au plus profond de notre cerveau. Le chef d'orchestre invisible a déjà agité sa baguette, et nous ne faisons que voir le mouvement de l'orchestre, l'attribuant à notre propre commande. Imaginez que votre besoin de choisir une chemise bleue plutôt qu'une rouge, votre attirance pour un partenaire spécifique, ou même votre opinion politique, ne sont pas le produit d'une libre réflexion, mais le résultat d'une interaction complexe de programmes génétiques, d'impulsions chimiques et d'adaptations évolutives séculaires. Notre cerveau, cet ordinateur biologique sophistiqué, traite constamment des téraoctets d'informations, prenant souvent des décisions des fractions de secondes avant que nous, c'est-à-dire notre personnalité consciente, n'en percevions le fait même du choix. Cela signifie-t-il que notre conscience n'est qu'une interface décorative, reflétant des processus déjà achevés? Ne sommes-nous pas les otages de ce système interne raffiné qui manipule nos motivations, notre volonté, et même notre sens de nous-mêmes? Cette déstabilisation des notions fondamentales d'autonomie personnelle dépasse de loin les simples réflexes neuronaux. Elle touche au fondement même de notre être social. Rappelez-vous la force irrésistible du collectif, la pression du conformisme qui nous pousse à agir contre nos propres convictions, ou la mystérieuse propension à la soumission à l'autorité, qui se manifeste encore et toujours dans les expériences sociales. Et si ces phénomènes, loin d'être de simples manifestations de la faiblesse individuelle, étaient le reflet d'un programme profondément enraciné, biologiquement fondé? Peut-être notre besoin d'appartenir à un groupe, notre disposition à suivre un leader, notre penchant pour la hiérarchie ne sont pas des défauts de caractère, mais une stratégie évolutive astucieuse, ayant assuré la survie de l'espèce pendant des millions d'années. Le cerveau, étant l'organe primordial de survie, a pu développer des mécanismes qui favorisent la cohésion sociale et la prévisibilité, même si cela se fait au détriment du sentiment de liberté individuelle. Ce n'est pas une simple supposition. Les recherches modernes indiquent des corrélats neuronaux du conformisme, l'activation de certaines zones du cerveau lors de la soumission à l'opinion de groupe, et des réactions chimiques qui accompagnent le sentiment d'appartenance et la peur de l'exclusion. C'est ici, à l'intersection de la neurobiologie et de la psychologie, qu'émerge une question provocante, suscitant une légère mais persistante inquiétude. Et si ton besoin d'obéir n'était pas une faiblesse, mais une fonction méticuleusement programmée, une fonction qui s'est affinée au fil des siècles pour assurer la survie, et qui te dirige à présent, souvent sans ton consentement conscient? Es-tu prêt à plonger dans ce sombre abîme pour découvrir à quel point ta volonté libre peut être illusoire, et qui est réellement le maître marionnettiste de ton existence? La réponse, peut-être, s'avérera moins réconfortante qu'il n'y paraît. L'histoire humaine n'est pas qu'une chronique d'événements, mais un drame continu d'adaptation. Dans ce théâtre impitoyable de la survie, l'un des scénarios les plus puissants fut écrit il y a des millions d'années. Un contrat qui échangeait la liberté de la volonté contre la sécurité de l'espèce. Ce que nous percevons souvent aujourd'hui comme un défaut, la propension à la soumission, est en réalité la quintessence d'un triomphe évolutif, une fonction méticuleusement affûtée, et non une faille du système. Revenons aux origines, à un monde où chaque jour était une lutte. Où les prédateurs guettaient dans l'ombre et où la nature dictait ses conditions implacables. La survie individuelle n'était qu'un mirage. Ce n'est que dans l'unité, au sein d'une communauté soudée, que les hominidés archaïques purent résister aux innombrables menaces. C'est ici, dans le creuset du chaos originel, que se sont forgés les impératifs fondamentaux, gravés à jamais dans notre psyché. La soumission au leader n'était pas un acte de faiblesse, c'était un pas stratégique vers la survie. Lorsqu'un mammouth apparaissait à l'horizon, ou qu'une tribu ennemie menaçait les frontières, l'exécution rapide et incontestable des ordres du chef devenait l'unique garantie de préservation de la vie. Le leader, dont le cerveau était configuré pour évaluer les risques et les opportunités, devenait l'ordinateur collectif traitant les données pour l'ensemble du groupe. Sa décision, aussi autoritaire pût-elle paraître, pouvait, à un moment critique, sauver des dizaines de vies. Cette hiérarchie verticale assurait un avantage insurmontable en termes de rapidité de réaction et de coordination. Parallèlement, le respect des normes du groupe n'était pas moins critique. Des lois non écrites, régulant la répartition des prises, le soin de la progéniture, les règles de chasse et de cueillette, créaient l'architecture de l'ordre social.
S'écarter de ces normes menaçait non seulement l'individu, mais aussi l'intégrité de l'ensemble du collectif. Les marginaux, les dissidents, ceux qui remettaient en question les ordres établis, risquaient d'être bannis, condamnés à une mort certaine en dehors du cercle protecteur de la communauté. La conformité n'était pas seulement une exigence sociale, mais une nécessité biologique, assurant la synchronisation des actions et la prévisibilité des interactions. L'activité collective, des grandes chasses à la mégafaune à la construction d'abris rudimentaires, exigeait une coopération inconditionnelle. Il n'y avait pas de place pour un individualisme qui s'opposait au bien commun. Chaque membre du groupe avait son rôle, et chacun devait l'exécuter impeccablement. Le succès de l'un était le succès de tous, et cette synergie multipliait les chances de survie, créant les conditions préalables au développement ultérieur de l'espèce. Notre cerveau, ce mécanisme biologique complexe, ne resta pas indifférent à de telles régularités. Il a appris à valoriser l'obéissance, la cohésion et le respect des règles comme des vertus suprêmes. Les réseaux neuronaux, associant la conformité de groupe à la sécurité, à la stabilité et au succès, se sont renforcés. Le sentiment d'appartenance, l'approbation du groupe, le succès dans l'activité collective, tout cela activait des systèmes de récompense, ancrant ces schémas comportementaux à un niveau profond, presque instinctif. Ainsi, des millions d'années d'évolution nous ont transformés en des êtres dont le bien-être est indissociablement lié à la disposition à la soumission. Nous sommes les produits de ces programmes anciens. Nous sommes l'héritage architectural d'un monde révolu depuis longtemps, mais dont les codes opèrent encore sans faille dans les profondeurs de notre subconscient. Ne sommes-nous pas, sans le savoir, les otages de ce contrat évolutif, signé par nos ancêtres dans le sang et la sueur, un contrat qui promettait la survie en échange de la soumission, et qui, encore aujourd'hui, dans le monde moderne, détermine une part significative de nos réactions, de nos décisions et de nos aspirations. Ce dilemme fondamental, entre l'autonomie et l'aspiration instinctive à la sécurité par la conformité, est au cœur de notre existence. Le cerveau, ce labyrinthe complexe de réseaux neuronaux, n'est pas un simple observateur passif ou une machine mécanique. Il est l'architecte actif de notre réalité, façonnant inlassablement notre comportement, souvent de manière insidieuse, par le biais de signaux biochimiques sophistiqués. Parmi ces programmes les plus puissants se trouve celui qui récompense l'obéissance, nous tissant dans le tissu social par des fils neuronaux invisibles, mais d'une force redoutable. Au cœur de ce mécanisme se trouve la dopamine, un neurotransmetteur connu comme le héros du plaisir et de la motivation. Lorsque l'individu répond aux attentes sociales, se conforme aux normes ou se soumet à l'autorité, le cerveau réagit en libérant de la dopamine dans la voie mésolimbique. Cette décharge instantanée récompense la conformité, renforçant le comportement par un renforcement positif. Le sentiment d'appartenance, l'approbation du groupe ou l'évitement des conflits devient un puissant stimulant, nous incitant inconsciemment à une obéissance accrue. Cela crée un cycle auto-entretenu. Plus nous nous soumettons, plus le cerveau nous encourage, transformant le conformisme en une habitude insidieuse et agréable. Aux côtés de la dopamine agit l'ocytocine, elle, hormone des câlins, qui joue un rôle crucial dans la formation des liens sociaux et l'appartenance à un groupe. Sa libération renforce la confiance, l'empathie et le sentiment de communauté au sein du groupe. Lorsque nous interagissons avec les membres de notre communauté, ou accomplissons des rituels de groupe, le niveau d'ocytocine augmente, consolidant les liens intragroupes et intensifiant le sentiment de sécurité. Ce mécanisme nous rend plus réceptifs à l'influence du collectif, car la soumission aux normes du groupe est perçue par le cerveau comme un moyen de renforcer ces liens précieux. L'ocytocine, bien qu'étant un agent de cohésion sociale, peut paradoxalement devenir un instrument de renforcement du conformisme et de l'obéissance, surtout lorsque le groupe exige l'unité face aux menaces extérieures. Mais si la récompense de l'appartenance est une face de la médaille, la peur de l'exclusion sociale en est l'autre, bien plus sombre. L'amygdale, structure clé de notre cerveau responsable du traitement des émotions, notamment la peur et l'anxiété, réagit activement à la menace potentielle d'isolement ou de rejet. La menace d'exclusion sociale active des réseaux neuronaux similaires à ceux qui traitent la douleur physique. Être banni d'un groupe ou ostracisé équivaut, sur le plan évolutif, à une menace pour la survie. Ainsi, le cerveau scannait constamment l'environnement social, et tout signe de désapprobation déclenche une réaction de peur, poussant l'individu à la soumission et au conformisme afin d'éviter cette douleur intérieure et de préserver son statut social. L'amygdale, telle une sentinelle implacable, nous contraint à nous adapter pour échapper à l'exil dans une solitude glaciale. Ces mécanismes neurobiologiques profonds ne sont pas de simples constructions théoriques. Leur pouvoir écrasant sur le comportement humain a été brutalement et de manière irréfutable démontré dans une série d'expériences psychologiques marquantes, révélant la vulnérabilité frappante de notre esprit face à la pression sociale et à l'autorité. L'expérience de conformité de Solomon Asch, menée dans les années 1950, a révélé avec quelle facilité un groupe peut déformer la perception d'un individu. Il était demandé au sujet de comparer la longueur de ligne, une tâche apparemment simple. Cependant,
Lorsque la majorité du groupe, des participants complices, donnait délibérément des réponses incorrectes, une partie significative des vrais participants commençait à se conformer à des jugements manifestement erronés. Ce n'est pas une simple démonstration du désir d'être accepté, c'est la preuve de la capacité du cerveau à réécrire sa propre réalité sous la pression du collectif, afin de préserver le lien social. L'expérience de Stanley Milgram sur l'obéissance à l'autorité, menée au début des années 1960, demeure l'une des plus troublantes de l'histoire de la psychologie. Il était ordonné aux participants d'administrer des chocs électriques à d'autres élèves, des acteurs complices, pour chaque erreur, augmentant progressivement l'intensité jusqu'à des niveaux potentiellement mortels. Malgré les cris et les supplications des élèves, la grande majorité des participants continuaient à exécuter les ordres de l'expérimentateur, démontrant une quasi-totale propension à la cruauté sous l'influence de l'autorité. Il ne s'agit pas de la nature maléfique de l'homme, mais de la capacité du cerveau à désactiver les freins moraux sous le joug d'un ordre, déléguant la responsabilité à la figure d'autorité. Et enfin, l'expérience de la prison de Stanford de Philippe Zimbardo en 1971 a révélé comment les rôles situationnels peuvent rapidement transformer la personnalité. Des étudiants volontaires furent répartis en gardiens et en prisonniers dans une prison simulée. Étonnamment vite, les gardiens se sont mués en sadiques et les prisonniers en victimes passives et dépressives. L'expérience, qui dut être interrompue après seulement 6 jours, a montré que le cerveau, immergé dans une structure sociale forte, est capable de s'adapter aisément au rôle qui lui est assigné, démontrant une profonde malléabilité de la psyché humaine face au contexte et au pouvoir. Ainsi, ces recherches scientifiques, des mesures neurobiologiques au drame psychologique, brossent un tableau inquiétant. Le cerveau, avec ses mécanismes merveilleux pour l'interaction sociale, se révèle être à la fois un système d'une complexité stupéfiante et d'une vulnérabilité effrayante. Il aspire à l'appartenance, fuit la solitude, et est prêt à en payer un prix élevé, celui de sa propre liberté de choix et de son autonomie morale. Ne sommes-nous pas, avec nos fils neuronaux si facilement manipulables, les otages de ce programme inné et profond? Cette pensée ne provoque pas seulement l'émerveillement devant l'architecture de la conscience, mais aussi une terreur légère, mais lancinante, face à la facilité avec laquelle notre volonté peut être tissée dans le tissu des attentes d'autrui. Au plus profond de la boîte crânienne, sous des couches de tissus biologiques et d'impulsions électriques, se cache peut-être l'hypothèse la plus abjecte de la science moderne. Si notre cerveau, cet organe complexe que nous considérons comme le siège de notre singularité, encourage activement la soumission, alors la question inévitable se pose. À quel point nos décisions sont-elles libres? Notre moi n'est-il qu'une illusion sophistiquée, et chaque acte de volonté, le simple produit final de réactions biochimiques et d'algorithmes sociaux? Ce n'est pas qu'une question philosophique. C'est une invitation à une terreur existentielle qui ébranle les fondations de notre conscience de soi. Le cerveau humain, façonné par des millions d'années d'évolution, s'est avéré un architecte magistral de la survie. Dans ses réseaux neuronaux est inscrit l'impératif d'adaptation sociale, souvent interprété comme un mécanisme de conformisme. Le désir d'appartenance, l'évitement des conflits, le suivi du groupe, ce ne sont pas seulement des schémas sociaux, mais aussi des prédispositions neurobiologiques profondément enracinées. Nous recherchons l'approbation, ressentons un malaise face à la dissidence, et les boucles dopaminergiques nous récompensent pour notre conformité aux normes. Ce programme interne, conçu pour la survie en collectivité, devient le fondement de notre comportement prévisible. La liberté de choix, qui nous semble absolue, pourrait n'être qu'une rationalisation post-factum. Des études montrent que les décisions sont prises dans le cerveau des fractions de secondes avant que nous n'en prenions conscience. Je veux faire cela, ce n'est pas un ordre initial, mais plutôt l'annonce d'un choix interne déjà effectué. Notre sentiment d'être l'auteur de nos actes pourrait n'être qu'un mécanisme narratif que notre cerveau crée pour donner au flux chaotique des événements une illusion de cohérence et de contrôle. Pouvons-nous réellement choisir si notre choix est déjà fait au niveau d'impulsions neuronales que nous ne pouvons ni contrôler ni même percevoir? Cela nous pousse à douter de l'essence même de notre autonomie, nous transformant en machines biologiques complexes, programmées pour un comportement donné. Cette vulnérabilité fondamentale, cet encouragement interne à la soumission, ne passe pas inaperçu. Il est activement exploité dans le monde moderne, transformant une liberté potentielle en une illusion contrôlée. Opère avec maestria sur nos désirs d'appartenance et de récompense dopaminergique. Elle crée des besoins inexistants, liant le bonheur à la consommation, et l'identité à certaines marques. Elle n'offre pas de choix, mais façonne les désirs, manipulant nos impulsions émotionnelles et sociales. Chaque like ou clic devient un micro-acte de soumission à l'algorithme, qui renforce notre prévisibilité. Maîtrise à la perfection l'art de la gestion de l'esprit collectif. Elle exploite la peur, le désir de stabilité, le besoin d'un leader fort et l'identification au groupe. Par la manipulation des récits, la diffusion de bulles d'information et le renforcement des instincts tribaux, elle façonne le comportement désiré des électeurs,
les incitant à des décisions politiques qui contredisent souvent leurs intérêts personnels, mais servent ceux des puissants. Sont le summum de cette architecture de contrôle. Leurs algorithmes sont conçus non pas pour la communication, mais pour maximiser l'engagement, souvent atteint par la création de dépendance. Ils nous nourrissent de contenu qui correspond à nos préjugés, créant des bulles de filtre où la dissidence est presque impossible. La quête de validation par les likes et les commentaires, la comparaison avec des images idéalisées, tout cela renforce notre propension au conformisme et à la recherche constante d'approbation externe. Nous livrons volontairement nos données, permettant aux algorithmes d'étudier nos désirs les plus intimes et, finalement, de les diriger. Ainsi, si notre liberté n'est qu'une sensation, et non une réalité, si chacun de nos choix est une réaction programmée à des impulsions internes et des stimuli externes, alors que reste-t-il de nous? Ne sommes-nous que de complexes automates biologiques, évoluant sur des trajectoires prédéfinies, convaincus de notre liberté par une profonde ignorance de notre propre nature? Cette pensée est une véritable horreur philosophique. Elle ne se contente pas de saper l'idée de responsabilité, elle brise l'idée même d'un moi unique et autonome. Il ne reste qu'un sentiment de profonde anxiété existentielle, une question sans réponse. Ne sommes-nous pas les otages de ce système complexe, où l'illusion de liberté n'est que la forme la plus raffinée de soumission? Le cerveau humain a évolué comme un instrument de survie, et l'appartenance au groupe fut sa forteresse inébranlable. L'écho de la peur ancestrale de la solitude résonne encore aujourd'hui dans notre subconscient, nous poussant vers l'union, la synchronisation, la dissolution de notre « moi » dans le « nous » collectif. Cet élan, qui jadis offrait la sécurité face aux prédateurs sauvages, est aujourd'hui devenu notre chaîne la plus subtile et la plus insidieuse. Son prix n'est pas seulement la liberté, mais parfois, l'essence même de notre humanité. La soumission n'est pas toujours un acte de faiblesse. Souvent, c'est une réaction instinctive qui promet fallacieusement harmonie et protection. Nous aspirons à faire partie, à nous sentir acceptés, et dans cette quête d'approbation, nous franchissons inconsciemment la ligne où la cohésion de groupe se mue en conformisme aveugle. Les mécanismes qui assurent la cohésion sociale peuvent, paradoxalement, devenir des catalyseurs de destruction, révélant la face sombre de l'obéissance inconditionnelle. L'histoire du monde est jalonnée de témoignages glaçants de la manière dont des gens ordinaires, emportés par le courant de la folie collective, se sont transformés en rouages de machines du mal. Des études psychologiques ont maintes fois démontré à quel point il est facile de modifier le comportement d'un individu sous la pression de l'autorité ou de la majorité. Depuis la distorsion élémentaire de la perception de la réalité, où une personne nie un fait évident pour le bien du groupe, jusqu'à la volonté de nuire à autrui si cela correspond aux exigences d'une figure dirigeante. La ligne entre une décision collective adéquate et un dangereux instinct grégaire s'avère étonnamment ténue, et notre cerveau, simplifié dans sa quête d'adaptation sociale, est souvent incapable de la distinguer clairement. Le phénomène de la banalité du mal, décrit pour la première fois lors de l'analyse des crimes contre l'humanité, révèle une vérité terrifiante. Les actes les plus horribles peuvent être commis non par des psychopathes, mais par des exécutants tout à fait ordinaires qui ne faisaient que suivre les ordres. L'absence de responsabilité personnelle, l'effacement des frontières morales au sein d'une structure hiérarchique, le sentiment d'appartenance à un système puissant, tout cela crée les conditions idéales pour que la boussole éthique de l'individu dévie de son cap. Ces personnes ne ressentent pas de haine, elles ne ressentent que le besoin de suivre les règles, d'être une partie efficace d'un mécanisme plus vaste. Ce n'est pas une conviction idéologique, mais une logique conformiste qui mène à la catastrophe. Faisant un pas de plus, nous nous retrouvons sur le territoire des cultes, des organisations où la personnalité se dissout entièrement dans le charisme du leader et des dogmes rigides. Là où l'identité de groupe devient l'unique forme d'existence, la pensée critique s'atrophie, et la volonté individuelle est remplacée par la collective. Les victimes des cultes, renonçant à leur propre nom, à leurs biens et même à leur famille, sont la quintessence de la soumission inconditionnelle. Leur sécurité est une illusion, leur liberté un mythe tissé de fils de peur et de manipulation. Les hystéries collectives, des épidémies de danse médiévale aux attaques de panique modernes se propageant via les réseaux sociaux, sont un autre exemple frappant des conséquences catastrophiques du conformisme. Des croyances irrationnelles, transmises comme un virus, transforment la pensée logique en un rudiment. La folie collective, amplifiée par la peur de se démarquer ou d'être rejeté, pousse les gens à des actions contraires au bon sens, ébranlant les fondations de l'ordre social. Les tragédies historiques, qui ont englouti des nations entières, des génocides aux crimes de guerre, ne sont pas seulement le résultat de la cruauté de dictateurs isolés. Elles sont la terrible rançon du silence collectif, de la peur ou de l'incapacité à défier l'idéologie dominante, de la soumission à l'illusion de masse. Lorsque la majorité se tait ou rejoint le cœur, la dissidence devient un crime, et la boussole morale de la société perd définitivement le nord. L'effrayante réalité est que ce mécanisme de soumission est profondément ancré dans notre psychology. Ne sommes-nous pas tous les otages de ce système qui jadis servait de protection, et qui menace aujourd'hui d'engloutir notre autonomie?
Le devoir de l'humanité est de constamment réévaluer ses propres motivations, de remettre en question les dogmes imposés et d'exiger de soi une inébranlable force d'esprit face à la pression collective. Car le prix du conformisme inconditionnel n'est pas seulement l'inconfort, mais la disparition potentielle de l'individualité, de l'éthique, et en fin de compte, de la civilisation elle-même. C'est un appel urgent à la vigilance, à une remise en question critique et incessante de chaque pas dans le courant commun. Autrement, les ténèbres de la soumission inconditionnelle engloutiront la lumière de la raison. Sexe. L'éveil. Comment maîtriser votre cerveau docile intérieur jusqu'à présent? Nous avons exploré l'architecture de notre conscience, pénétré les labyrinthes des programmes inconscients, révélant les mécanismes qui façonnent nos réactions, nos croyances et l'essence même de notre perception. Il a été révélé que le cerveau humain, cet ordinateur biologique sophistiqué, est par nature enclin à la soumission. Il est le maître de l'automatisation, de l'optimisation et de la conformité aux schémas qui ont assuré notre survie au cours de millions d'années d'évolution. Il aspire à l'efficacité, et l'efficacité signifie souvent la minimisation des efforts cognitifs, menant à l'acceptation passive de scénarios préprogrammés. Nous avons été témoins de la manière dont les récits externes, les structures sociales et les biais cognitifs innés façonnent le paysage intérieur, transformant le potentiel d'autonomie en une obéissance fonctionnelle. Ce n'est pas une sentence, mais une constatation de fait, un point de départ. La prise de conscience passive de ces mécanismes profonds, de leur action invisible, n'est qu'un premier pas dans une série d'opérations complexes. C'est comme prendre conscience d'être piégé, sans encore chercher la sortie. La véritable transformation commence là où l'observation passive se mue en activité proactive. L'objectif n'est pas de lutter contre son propre cerveau comme un ennemi. Ce serait absurde, car il est une partie intégrante de notre être. La tâche est autre. Comprendre ses mécanismes, déconstruire ses programmes, manipuler ses interfaces. Percevoir le cerveau non comme un dictateur, mais comme un outil complexe, extraordinairement puissant, qui requiert un opérateur conscient. La prise de conscience de ces programmes internes n'est pas qu'un exercice intellectuel. C'est la clé de la véritable liberté, de la libération des chaînes invisibles des directives inconscientes. C'est l'opportunité de passer d'une vie régie par les réactions à une existence choisie consciemment. Dans cette prise de conscience réside le potentiel d'autonomie, où le sujet devient l'architecte de son monde, et non son habitant involontaire. Cette transition exige une volonté d'action sans compromis. Elle requiert non seulement l'acceptation du savoir, mais son implémentation. Il est temps de cultiver l'indépendance de la pensée, en rejetant l'inertie intellectuelle. Cela signifie développer la pensée critique jusqu'à sa forme la plus élevée, l'interrogation constante. Chaque conviction, chaque information, chaque réaction émotionnelle doit passer par le filtre du scepticisme et de l'analyse rationnelle. Il faut remettre en question les autorités, non seulement les externes, celles qui dictent les normes de la société, les récits médiatiques ou les vérités dogmatiques. Il est tout aussi crucial de remettre en question les autorités internes. Nos propres préjugés, nos conditionnements inconscients, nos automatismes émotionnels qui se présentent si souvent comme des vérités incontestables. Ne sommes-nous pas les otages de systèmes de pensée installés avant même que nous n'apprenions à poser des questions? Cultiver l'indépendance de la pensée signifie choisir consciemment ses sources d'information, forger ses propres conclusions basées sur des données vérifiées, et non sur des dogmes. Cela implique de ne pas craindre de dévier des chemins communément acceptés si la boussole interne, calibrée par la pensée critique, indique une autre direction. C'est un processus de réévaluation constante, de déconstruction et de réassemblage de sa propre architecture mentale. Rappelons-nous, la connaissance est un pouvoir. Elle n'éclaire pas seulement les recoins sombres de notre monde intérieur, mais offre aussi les outils pour le reconstruire. C'est la maîtrise consciente du savoir sur les mécanismes de notre propre cerveau qui nous donne la chance de transformer notre propension innée à la soumission en un choix conscient d'autonomie. C'est la chance non seulement de survivre, mais de vivre, guidé par sa propre volonté, dans un monde où la véritable liberté commence par la possession de soi. Cette transformation n'est pas la promesse d'un chemin facile, mais une invitation à l'acte le plus profond d'autodétermination. Acceptez-la.